Olá, Teo Universidade hoje tem como convidado o professor Clive Thompson, da Universidade Canadense de Guelph. Bienvenue. Merci beaucoup. Ele é especialista em Mikhail Bakhtin e também é psicanalista. E atendeu durante muito tempo, várias décadas, os estudantes da universidade e conhece bem essa juventude. Eu queria agradecer ao Lael da PUC, a Fefeleste da USP, a FAPESP e a professora Eliane Lozada, que gentilmente, com seus alunos, providenciou a tradução e a produção das legendas desse nosso programa. Alors, comment vous voyez la jeunesse et les nouvelles technologies? Il y a un problème de solitude en dehors de cette manifestation? C'est une question qui m'intéresse beaucoup et j'ai l'occasion d'observer très souvent mes étudiants au Canada et leur usage de ces nouvelles technologies, Facebook, Twitter, le courriel ou le email, comme on dit au Canada, oui. D'autres moyens de communication. Tout ça, c'est fascinant pour moi. Comment cette jeune génération est très habile d'abord et sait manipuler avec beaucoup d'efficacité tous ces moyens de communication. Mais la question que je me pose justement, c'est quel genre de communication est-ce? Quel genre de communication est-ce? Alors, je peux rapporter une anecdote. L'autre jour, j'étais sur le campus et j'étais en train d'entrer à la bibliothèque et deux jeunes filles se croisent. Une entre à la bibliothèque et l'autre sort. Et une étudiante dit à l'autre « à bientôt sur Facebook ». Oui. Alors j'ai trouvé ça assez symptomatique, je pense, d'un moyen de communication tout à fait courant chez les étudiants maintenant. Ils se parlent beaucoup plus souvent, ils se communiquent beaucoup plus souvent sur Facebook que en réalité, face à face. Et cette question m'intéresse beaucoup pour savoir comment est-ce que l'amitié ou les relations amicales sont influencées par ce changement de manière de communiquer. Quelles sont vos hypothèses? Alors, d'après ce que je peux voir à la surface, c'est que les étudiants croient sincèrement que communiquer sur Facebook et voir l'ami face à face très rarement, il y a des amitiés possibles, sincères, sérieuses, réelles. Donc, je pense que pour cette jeune génération, ils ne font plus la distinction que je fais, c'est-à-dire, j'appelle Facebook virtuel, une relation virtuelle. Si je ne vois jamais la personne en réalité, et si je la vois sur un écran seulement, j'appelle ça une relation virtuelle qui a moins de valeur qu'une relation face à face. Quelle valeur, par exemple? C'est mon opinion quand je dis que cette relation a moins de valeur, mais je pense que pour les étudiants, ils ne font pas de distinction. C'est bon pour eux. Ils croient sincèrement que une relation virtuelle, ce que j'appelle une relation virtuelle, est tout à fait bien. Il n'y a aucun problème. Ils y croient, ils s'investissent, les étudiants, dans cette relation que j'appelle virtuelle. Et ça me fascine parce que pour ma génération, c'est très difficile de croire, de s'investir, je pense, à une relation qui serait presque entièrement virtuelle. Deux dimensions. La dimension de la largeur sans profondeur. Deux dimensions. Oui. Mais un usage que fait cette jeune génération avec les nouvelles technologies, c'est que la mise en relation, ça permet la mise en relation des gens qui cherchent un ami, un partenaire. Donc j'entends aussi mes étudiants dire, en présentant leur ami, nous sommes amis maintenant, c'est-à-dire amis intimes, nous nous sommes rencontrés sur l'Internet.
grâce ou par l'intermédiaire De d'une l'Internet. agence ou d'une de ces compagnies privées qui a la fonction de mettre les gens en relation, ceux qui cherchent ou celles qui cherchent un partenaire. Ah, Et ah. c'est très courant maintenant, de plus en plus courant. L'agence, l'Internet et finalement le face-à-face. Voilà, Voilà. c'est ça. Mais il y a d'autres, ça c'est les gens qui viennent souvent chercher une psychothérapie. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de rencontrer quelqu'un à travers l'Internet, mais ils arrivent à la conclusion que c'est impossible, que ça ne marche pas, parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle imposteurs qui se présentent Ah oui. à l'Internet. Oui, oui. Un homme met sur l'Internet j'ai 25 ans, Oui, oui. je suis beau, Oui. je suis bien fait. Toujours. Et en Riche. réalité, à la première rencontre face à face avec la jeune femme voit qu'il a 35 ans et non pas 25, et qu'il est chauve. Il disait qu'il avait une photo avec des cheveux. Donc il y a des déceptions de ce genre-là. Et je pense que c'est là le problème, quand les gens s'investissent tellement, croient tellement à ce genre de relation possible à travers l'Internet, quand ils sont confrontés à la réalité de quelqu'un qui ne correspond pas à ce qui a été décrit, là, il peut y avoir une crise. Il y a une expérience à propos de ça. Parce Oui. que je pense un peu que cette évaluation ne serait-elle un peu d'idéologie adulte à propos de l'expérience jeune? Vous voulez dire que l'adulte essaie de Non, imiter? votre évaluation ne serait-elle un peu idéologique, idéologie adulte à propos Sûrement, certainement. Oui. Oui? Certainement, je suis de ma génération, je suis constamment avec des jeunes à l'université, j'essaye de comprendre comment ils fonctionnent, ce qui les intéresse, comment ils travaillent, ce qui leur fait plaisir. Mais je pense que beaucoup de fois, j'ai des illusions sur ce que c'est que cette génération. Ah, oui. Mais aussi, ces nouvelles technologies, elles aussi aident à nouvelles choses, comme en Égypte, la rébellion, Oui. elle a été appuyée sur ces nouvelles technologies. Voilà. Et même dans les pays où il n'y a pas de révolution, comme le Canada, qui est au milieu d'une élection fédérale, il va y avoir des élections fédérales au Canada le 29 avril, les partis politiques exploitent énormément ces possibilités de communication, Facebook, Twitter et d'autres. Comme a fait Obama Exactement. aux États-Unis. Oui. Et quel est le futur que vous pensez dans la relation avec le grand numéro de gens? Ces instruments sont meilleurs que le pamphlet, choses plus anciennes. Oui, ces technologies sont utilisables aussi dans l'enseignement. Il y a certains professeurs que je connais qui donnent leur accès à leur site Facebook aux étudiants pour qu'il y ait communication à travers ce Facebook. Il y a d'autres professeurs qui ne le font pas parce qu'ils pensent qu'il y a des risques, il peut y avoir des problèmes si la communication va trop loin dans le détail, par exemple, des détails personnels de la vie du professeur. Mais il y a des problèmes, par exemple, il y a des cas d'étudiants chez nous qui prennent une photo en cachette du professeur qui est en train d'enseigner dans la salle de classe et la photo apparaît sur YouTube ou sur un autre site. Et maintenant, notre université a créé une règle, un code de conduite où certaines choses sont interdites. Oui. Et il faut que le prof annonce les règlements au début de l'année scolaire et des codes de conduite ou des règlements nouveaux dans le champ des technologies. Par exemple,
il faut qu'on dise maintenant, les professeurs chez nous, il est interdit de prendre des photos d'un prof. Il a le droit à son propre image. Voilà. Et quelqu'un qui a 17 ans ne sait pas nécessairement que c'est illégal de prendre la photo de quelqu'un, de l'afficher par la suite sur Facebook. Il faut demander autorisation Oui. s'il est nécessaire. La technologie nouvelle aussi a beaucoup d'avantages pour les universités, justement, et pour les organismes de charité, parce que ça permet, paraît-il, de faire ce qu'on appelle les levées de fonds, la recherche de l'argent dans le secteur privé, d'une manière très efficace. Oui, et aussi de faire la évaluation de l'opinion publique, de sentir la pression de l'opinion publique à propos des questions sensibles. Donc je pense que ces nouvelles technologies vont jouer un rôle de plus en plus grand. Ces technologies vont être de plus en plus présentes dans tous les aspects de notre vie. Vous êtes spécialiste en Bakhtin, Foucault, psychanalyse. Comment ces gens-là aident à comprendre cette nouvelle civilisation internetique? Ce que je vois comme lien ou comme élément commun entre, par exemple, un penseur comme Bakhtin, un autre penseur comme Foucault, ou comme Lacan, un psychanalyste français qui m'a beaucoup influencé dans mon travail dans la clinique, tous ces penseurs ont une certaine idée de ce que c'est que d'être un sujet humain. Et leur conception, il y a des différences énormes entre ces trois que je viens de mentionner, Bakhtin, Foucault et Lacan, mais ils ont tous une idée une idée que le sujet humain ne peut pas exister en dehors d'échanges avec l'autre. Donc je dirais que, pour utiliser un terme philosophique, l'altérité est essentielle dans la constitution du sujet, la constitution de l'être individuel, l'être humain. L'altérité, communication avec l'autre, échange avec l'autre est essentielle pour se constituer une identité. Alors, ils ont tous les trois un autre aspect à cette pensée, c'est qu'ils pensent tous les trois que la constitution d'une identité individuelle est très problématique. Ce n'est pas facile. Il n'y a pas de communication. Ils sont contre l'idée, tous les trois, que la communication est possible, la communication sereine, fluide, facile. Pour ces trois penseurs, je crois, ça n'existe pas, ce type de communication. Il y a toujours méconnaissance, c'est un mot de Lacan. On se trompe plus souvent en communiquant avec les gens. On se comprend mal la plupart du temps. Les messages ne vont pas facilement, simplement entre les gens, entre les institutions. Donc ils ont toujours une lutte, une construction, conflit, effort. Voilà. Et non seulement la communication est conflictuelle en permanence, c'est qu'ils ont tous les trois, je pense, c'est mon interprétation, mon opinion, ils ont tous les trois cette idée que le conflit est producteur de vérité. La vérité peut sortir de ces conflits, de ces situations où on ne comprend pas, on ne se comprend pas. Dans ce cadre, vous êtes professeur aussi. Comment vous voyez la relation entre le professeur et les élèves et entre eux et lui? Alors, dans les universités canadiennes, maintenant, il y a des codes de conduite explicites, approuvés par le Sénat des universités. Il y a, par exemple, de plus en plus de règlements explicites
qui se présentent sous forme de pamphlets et que nous sommes obligés de donner aux étudiants au début de l'année pour leur dire qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les conduites qui perturbent la salle de classe. Et un étudiant qui ne respecte pas et qui ne se comporte pas d'une certaine manière, l'université a le droit de pénaliser cet étudiant, Oui, oui. Même dans des cas extrêmes, en renvoyant l'étudiant, s'il a un comportement qui ne suit pas les règlements de la courtoisie habituelle. Et tout ça explicite. Autrefois, c'est relativement récent. Dans les 10 dernières années, je dirais que ça existe, ces codes de comportement explicites que toutes les universités ont approuvés. Oui. Il y a aussi dans tous les campus de l'université canadienne, il y a ce qu'on appelle un bureau pour ce qu'on appelle l'équité, equity. Donc l'université aussi a des codes de comportement très stricts au niveau de la discrimination sexuelle, racisme, personnes handicapées, etc., etc. Donc si tout professeur a la responsabilité d'apprendre ces règlements, ces codes, et de les respecter lui-même et de faire respecter. Ça, c'est la partie difficile pour le professeur. Parce qu'un professeur qui entend une remarque raciste entre deux étudiants, le professeur n'a pas le droit de ne rien faire dans ces cas-là, chez nous. Oui. Mais nous parlons, vous avez parlé de règles, de codes un peu répressives, un peu politiquement corrects. Mais l'aspect de stimulation, l'aspect carnavalesque de cette relation, comment vous la voyez dans ce cadre? Est-il possible de faire une vraie amitié, une vraie fécondation mentale entre ces deux pôles? Personnellement, je ne sens pas ces codes comme des contraintes répressives. Personnellement, je suis en faveur de ces initiatives qui consistent à informer, éduquer les jeunes étudiants sur les questions du racisme, de l'homophobie, du sexisme. Je suis en faveur de l'idée qu'il faut que l'université a une responsabilité d'éduquer cette jeune génération. Mais pour moi, ça ne... moi aussi. Mais je demandais l'autre face de la monnaie, c'est simplement ça. Comment j'ai aussi cette expérience et elle a beaucoup de choses aussi riches que surmontent ces aspects disciplinaires simplement. Je ne vois pas de problème personnellement pour ce qui est de l'établissement de relations enrichissantes entre le professeur et les étudiants dans ce contexte. Oui. Les plus jeunes professeurs, de toute manière, ont tout à fait l'habitude de vivre dans un contexte où il y a des codes de conduite qui gèrent, qui sont là dans le contexte des relations entre les professeurs et les étudiants. Oui. Mais, et donc, quel est, dans cet ensemble, les signes de l'avenir pour l'éducation, pour les nouvelles générations, pour les nouvelles technologies? Quel est, que vous voyez dans votre intuition, les possibilités de cette situation? Je pense qu'il y a peut-être deux tendances qui sont auxquelles je pense. D'abord, la tendance qu'on appelle la mondialisation. Le symptôme à l'université, chez nous, de cette direction nouvelle qui va aller
qui va être de plus en plus importante, se manifeste au niveau des échanges. Notre université à Guelph est en train constamment de créer de nouveaux échanges avec des universités ailleurs. Et justement, d'autres pays. D'autres pays. Et justement, mon département à l'université de Guelph est en train de mettre en place un nouvel échange, nouveau programme d'échange avec 6 universités en Europe. Et donc nous allons faire partie d'un groupe d'universités qui ont créé un programme d'études. Et ce programme d'études maîtrise, niveau maîtrise, permet déjà aux étudiants, et c'est le règlement, chaque étudiant doit assister à des cours à non pas 2 universités, mais 3 universités pour compléter sa scolarité. Donc un étudiant a déjà cette expérience, un étudiant canadien, d'étudier à Guelph et ensuite d'étudier par exemple à l'université de Santiago en Espagne et à l'université Sheffield en Angleterre. Et c'est un règlement, c'est obligatoire que l'étudiant doit passer au moins 2 semestres dans chacune des 3 universités choisies. Oui. Ça, c'est une innovation pour nous parce que jusqu'ici, on avait toujours des échanges avec 2 universités. L'étudiant de chez nous partait un semestre, revenait. Oui. Alors c'est une version plus ambitieuse de l'échange. Et vice-versa, les gens de l'Europe peuvent venir à Guelph. Ils viennent? Nous commençons maintenant. En Chine aussi? Oui, nous avons justement notre université un programme d'études, d'échange en Chine. Ah. Et en Inde, en Angleterre. Donc l'échange et les étudiants de la jeune génération ont beaucoup de possibilités, beaucoup plus de possibilités et d'autres types de possibilités qui n'existaient pas il y a quelques années seulement. Et vous avez parlé d'une deuxième tendance. Alors, une autre direction nouvelle qui va être de plus en plus importante et qui existe déjà, mais c'est une tendance relativement nouvelle, c'est les programmes d'études interdisciplinaires. Chez nous, les étudiants peuvent faire des combinaisons de matières, de cours, de types de sujets, de plus en plus dans le sens de ce qu'on appelle chez nous l'interdisciplinaire. Oui. L'interdisciplinarité. Exemple, sciences et philosophie. Il y a des professeurs qui sont spécialistes et qui donnent des cours sur l'éthique médicale, par exemple. Et l'étudiant peut faire un diplôme universitaire avec spécialisation dans l'éthique médicale, par exemple. C'est le système américain, des États-Unis, oui. De major and minor. Mais il y a par le passé, quand on faisait un majeur ou un mineur, c'était majeur en histoire, mineur en français. Mais les disciplines anciennes ou traditionnelles restaient intactes dans ce genre d'études. Ce qui change, c'est qu'il y a de nouvelles méthodologies dans ces programmes d'études interdisciplinaires qui changent la manière d'étudier, la manière de faire l'étude de telle ou telle intersection de disciplines. Et quel sera le résultat professionnel? Le résultat professionnel, c'est que les étudiants vont avoir un diplôme interdisciplinaire qui ouvre un plus grand nombre de portes pour la carrière. Mais ils seront nécessairement superficiels? Je ne crois pas. Je pense que les programmes d'études interdisciplinaires, les bons études, il y a quelques programmes d'études interdisciplinaires qui sont superficiels, ça c'est clair. Mais les programmes d'études interdisciplinaires qui sont bien pensés et qui ont vraiment, qui portent une attention sérieuse à la question de la méthodologie, peuvent donner des résultats très intéressants. Mais il y a une caractéristique principale dans ce curriculum interdisciplinaire pour chacun? Il y a, l'idée de l'interdisciplinarité, dans mon sens, le sens que j'attribue à ce mot, un exemple de programme d'études interdisciplinaires chez nous, ce sera les études sur la femme. Oui.
Ça, c'est un bon. champ qui Oui. existe chez nous. Mhm. Et donc les étudiants dans ce programme d'études vont suivre des cours où il est question de la femme, mais avec une méthodologie qui essaie de faire des ponts entre l'étude sociologique de la condition féminine et des questions philosophiques ou des questions culturelles. Oui. Ce n'est pas les études de programme d'études sur la femme, le féminisme chez nous. Les étudiants ne suivent pas un assemblage de cours disciplinaires. Mhm. Il y a des cours spécialisés où, par exemple, dans le même cours, il y a un cours qui peut être fait en équipe, par exemple. Un historien va venir, Oui. un sociologue va venir, Ah oui. un philosophe va venir, dans le même cours. Mais Pour que la caractéristique, c'est essentiellement interdisciplinaire. Voilà. Oui. Je vous remercie. Je vous en prie. Ficamos então com o professor Clive Thompson e você fica conosco com Teodiversidade.